Chers amis, chères lectrices, chers lecteurs, je voudrais d'abord remercier M. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de nous recevoir ici dans ce merveilleux palais du Quai d'Orsay. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ces 9e trophées des Français de l'étranger. Un grand merci à tous pour votre soutien fidèle et pour votre présence. Plus que jamais, dans ce contexte difficile, il est important de renouveler ce rendez-vous et poursuivre notre objectif commun, mettre en lumière les Français de l'étranger dans leur propre pays. Une nouvelle fois, nos 7 lauréats de l'édition 2021 font honneur à la France aux 4 coins de la planète. Ils sont une incroyable source d'inspiration. Je suis certain que vous allez être impressionnés par leur énergie, leur créativité, leur talent et leur persévérance pour changer le monde. Ils méritent amplement d'être honorés sur la scène du Quai d'Orsay, la maison des Français de l'étranger. Les lauréats des trophées sont les symboles du dynamisme sans faille qui poussent les Français de l'étranger et qui les conduit à repousser les limites. Nos lauréats traduisent au plus haut point l'excellence à la française, la capacité d'innover, l'ouverture aux autres et le caractère nécessaire pour de tels accomplissements. Bravo à eux et aussi aux 380 candidats de cette 9e section. Effectivement, le choix était difficile à partir de 380 candidats pour aboutir à 7 lauréats. Même dans ce contexte de crise, nos Français expatriés montrent qu'ils savent s'adapter, se réinventer, braver toutes les tempêtes, mettre à profit leurs expériences et différences pour en faire des atouts et aboutir aux plus grandes réalisations. L'expatriation reste une chance. Nos 7 lauréats en sont les plus formidables témoins. En novembre prochain se tiendront les trophées des Français de Hong Kong, puis en décembre, la cérémonie des trophées des Français d'Espagne, puis celle des trophées des Français de Singapour également en décembre. Avec ces événements, nous poursuivons avec succès notre mission, mettre en avant ces Français souvent trop mal connus dans leur propre pays. Cette année, le petitjournal.com fête ses 20 ans. Que de chemin parcouru depuis la première newsletter envoyée depuis ma chambre. Pareil, il faut mieux dire garage, ça fait plus start-up. C'est ma chambre. Et en 20 ans, le petitjournal.com est devenu le média de référence des Français de l'étranger. Grâce à vous, chers lecteurs et partenaires, nous accélérons encore notre développement. Ainsi, en seulement 3 ans, notre trafic a doublé sur notre site et notre lecture sur mobile. Avec notre réseau unique de correspondants locaux dans 70 villes dans le monde, nous maintenons une proximité totale avec nos lecteurs. Prochainement, nous prévoyons d'ouvrir de nouvelles éditions à Miami, Amsterdam et Nairobi. Nous allons également développer plus de services et des nouveaux contenus experts accessibles pour notre communauté de lecteurs les plus fidèles. Pour nos 20 ans, nous avons réservé également une surprise à nos lecteurs avec l'édition d'un premier magazine imprimé que vous avez pu découvrir sur les chaises, en avant-première, puisque c'est la première fois qu'on le présente. Je vous en parlerai plus en détail plus tard, mais son titre annonce la couleur. Expat, c'est Français qui changent le monde. Nos compatriotes à l'étranger ont du talent, et vous allez voir maintenant que nos lauréats des trophées des Français de l'étranger ont un incroyable talent et un cœur énorme. Merci à la confiance de nos partenaires qui nous appuient au quotidien et pour la réalisation de cette belle soirée. Merci aux membres du jury pour avoir désigné de si formidables lauréats. Merci enfin à tous ceux qui nous soutiennent, ici ou ailleurs, pour nous permettre de grandir et toujours mieux vous informer. Je vous souhaite de passer une inoubliable soirée et je laisse la parole maintenant au secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en charge du tourisme, de la francophonie et des Français de l'étranger, M. Jean-Baptiste Lemoine. Merci. Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger aussi, j'ai l'occasion d'en saluer, mesdames. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur de l'AEFE, cher Hervé. Alors, tout d'abord, un grand merci de nous avoir accompagnés les uns et les autres à cette magnifique cérémonie. Nous nous faisons offrir le gîte, c'est vrai qu'il est pas mal, c'est vrai que c'est votre maison, et je dirais dans le langage désormais ordinaire, c'est votre bureau de passage. Voilà, on a l'habitude désormais d'avoir maintenu le lien par vidéo, mais par moment, il faut surtout en présentiel, et c'est quand même super sympa de retrouver ici des visages amis, familiers, de cette grande famille. Et je voulais en profiter pour vous remercier,
étrangers parce que grâce au tigejournal.com, on a pu garder le contact avec les communautés établies partout dans le monde. C'est vrai que pendant la pandémie, eh bien, à plusieurs reprises, j'ai fait des déplacements virtuels. J'allais à la rencontre de nos équipes, les postes, mais également à la rencontre des élus, des conseillers français à l'étranger. Et puis je tenais absolument à avoir également le contact avec la communauté en direct. Et grâce à vous, on a fait à plusieurs reprises, comme ça, des Facebook Live avec des questions modérées par vos journalistes. Et c'était vraiment des moments uniques. Je me félicite que voilà, le petit journal continue à se développer avec la plus belle des manières, avec ce dernier né, dont le titre dit tout, c'est Français qui changent le monde, et application pratique ce soir, avec 7 talents. Et c'est vrai qu'à chacun des déplacements que j'ai l'occasion de faire, je vois des personnes qui ont un cœur bon comme ça, qui pendant d'ailleurs la période compliquée qu'on a connue n'ont pas hésité à se mettre en quatre pour la communauté, parfois pour les Français qui n'étaient pas de la communauté, mais qui étaient bloqués de passage. J'ai en tête SOS123.fr qu'on a mis en place à l'arrache en 24 heures, et tout de suite des Français établis hors de France qui ont ouvert leur maison parfois pour accueillir certains des nôtres qui étaient bloqués. Donc c'est vrai que la tâche du jury a dû être très ardue, parce que passer de 387, mon Dieu, j'aurais pas voulu faire partie du jury. Le jury a désigné vous, qu'on sache quels sont les courageux, là, levez le doigt peut-être. Alors, le jury, une jurée là-bas. Bon, tout le monde n'est pas là, mais je dois dire que ça a dû être un travail impossible. Voilà, le pire job de la Terre, c'est jurer pour les trophées. Je dois dire qu'on emprunte à la terminologie propre au festival qui valorise le 7e art sur la croisette au mois de mai, mais là, c'est finalement décerné aussi nos palmes d'or à ces Français si méritants et si inspirants. Et Hervé, vous êtes un peu héros, notre Thierry Frémaux. Voilà. Vous qui avez permis de réaliser tout cela. Je forme un souhait, puisqu'on est à la 9e édition et que l'année prochaine, ce sera donc par définition la 10e, comme dirait M. Lavalisse. Il faut que ça s'organise, mais je trouve que réunir tous les lauréats depuis 10 ans pour la 10e, ça serait vachement gueule. Il faut qu'on regarde comment on peut faire ça avec un partenaire aussi. Mais ça serait, je pense que les uns et les autres ont un tel caractère, au sens positif du terme, que depuis 10 ans, ils ont pu aussi faire plein de choses. Je pense avoir peut-être 10 vies, et ça sera un moment fort pour tout le monde. Alors, je ne vais pas parler de notre plan de soutien, je ne vais pas parler du plan de vaccination, bien que Arnaud Bessier soit là, je remercie Isos, parce que voilà, on travaille ensemble à faire en sorte que tout se passe bien. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a prévu dans la loi de finances, parce que vous, c'est vous. C'est vous qui êtes comme des modèles, sources d'inspiration, et donc j'ai hâte de mieux connaître, comme beaucoup d'entre vous, que ce soit Guillaume, Cécile, Véronique, Mathieu, il y a Elsa qui n'est pas là mais sera représentée, Eugénie et Naomi, parce que à chaque fois, c'est un peu comme vous, il y a 20 ans, c'est parti d'une petite initiative qui parfois fait boule de neige et qui maintenant a vocation à inspirer d'autres personnes, puisque vous allez les mettre en valeur. Et donc, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. On est dans une société, hélas, je trouve, qui est de plus en plus individualiste. Et donc, on a besoin d'avoir des exemples de personnes qui, justement, consacrent du temps aux autres, ne sont pas juste focalisées sur leur intérêt personnel, mais arrivent à s'engager dans la communauté. C'est facile à dire, mais dans la vraie vie, c'est plus difficile. Donc, encore une fois, merci du fond du cœur. Et puis, sur la formule consacrée, je déclare ouverte cette 9e édition des Trophées Français d'étranger. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. Je vais maintenant, sans attendre, passer la parole, puisque la cérémonie est ouverte, à Antoine Cormery, notre
formidable animateur de la soirée, président de l'Académie France 24, notre partenaire France 24, France Média Monde. Antoine, à toi de jouer. Merci Hervé, merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre et bonsoir à tous. Nous allons effectivement découvrir ce soir les profils de ces lauréats. Et c'est pour moi qui anime tous les ans cette cérémonie une joie renouvelée parce qu'à chaque fois effectivement on a des profils assez incroyables qui viennent du monde entier. Ce soir on va voyager de Hong Kong au Bénin en passant par l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. On va parler de choses aussi variées que le babysitting, l'école de la deuxième chance ou les croquettes pour chiens. C'est vous dire que le spectre va être très large. À chaque fois, pour vous montrer ces lauréats en situation, vous allez découvrir un reportage tourné par les équipes de France 24. Vous savez que nous sommes présents dans le monde entier avec des correspondants dans tous les pays et nous avons donc sollicité ces correspondants pour qu'ils aillent tourner sur le terrain la vie de ces lauréats que vous allez aussi découvrir sur l'estrade. Et donc on va beaucoup voyager ce soir. On va tout de suite commencer et on commence par le prix du public. C'est un prix évidemment important et on va découvrir un métier, celui d'orthopédagogue, avec une jeune femme qui s'appelle Eugénie Petit-Loup-Leidier. Elle est installée désormais au Japon avec sa famille et elle s'occupe d'enfants qui ont des difficultés à l'école, des troubles de l'attention, de la dyslexie. Elle le fait à distance et elle n'a pas attendu le Covid et le développement de la visioconférence pour le faire. On va tout de suite découvrir son parcours en images avant de l'accueillir sur scène. Le prix du public. Tout de suite. La Banque Transatlantique vous présente les trophées des Français de l'étranger. Elle est à Tokyo et lui à Manille. Salut, ça va? 3000 kilomètres les séparent, mais depuis 3 ans, Eugénie aide Vito à surmonter ses difficultés scolaires. Stop, réfléchis, agis. Ce collégien de 12 ans souffre de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Absolument pas. Eh oui, tu l'as eu! Yeah! 2 fois par semaine, pendant 30 minutes, Eugénie travaille sur le français et les mathématiques de Vito par des exercices ludiques. C'est bon, t'es prêt? Le début, on va se faire un petit entraînement, puis ensuite on va aller voir des notions. On essaie d'être beaucoup en lien avec ce qui est fait à l'école. Cet orthopédagogue accompagne 25 enfants âgés de 6 à 17 ans du monde entier. Son soutien leur permet de faire des progrès à l'école, mais aussi à la maison. Le travail d'Eugénie l'a aidé à devenir un peu plus indépendant. Ça lui a permis d'améliorer la qualité de son travail ou le temps qu'il y passe. Et maintenant, avec le confinement, ces sessions l'aident un peu avec les devoirs en ligne. Grâce au numérique, les frontières géographiques s'effacent. Et depuis le Covid, la demande des parents a explosé. L'enfant est chez lui, il n'y a pas de risque de contamination. Je pense qu'il y a un côté aussi plaisant de se voir tout le visage. Mère de 2 petites filles, Eugénie a passé ses dernières années aux Philippines où elle travaillait pour le lycée français de Manille. Mais les restrictions liées au Covid l'ont poussée à déménager au Japon avec sa famille. Ça vient rechercher mes valeurs dans ce métier-là. Le respect, l'ouverture d'esprit. Là, j'ai toujours été attirée là, par la relation avec les enfants, les faire grandir, leur apprendre. C'est naturel. La pandémie a rendu cette relation plus que jamais nécessaire. La Banque Transatlantique vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Alors, on peut applaudir Eugénie Petit-Loup-Leidier. Je vous invite sur scène pour qu'on vous découvre et pour remettre le trophée qui va vous être donc donné. J'appelle la marraine de ce prix du public, Marilyn Navarro, qui est directrice du développement de la clientèle et des partenariats à la Banque Transatlantique. Je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Je suis ravie de démarrer pour le premier prix. Et ravie également de vous revoir tous. La Banque Transatlantique est partenaire des trophées en France, mais également à l'international, dans de nombreux pays où vous organisez en fait cette manifestation que nous apprécions tous. À la Banque Transatlantique, nous savons que les expatriés en fait ont des visages multiples, que j'ai en fait partie. Un point commun toutefois, et on le voit dans vos parcours
c'est qu'en fait, vous avez tous un esprit d'entrepreneuriat. Comme nous l'ont cité les expatriés que nous avions interrogés dans le cadre de l'Observatoire de l'expatriation. 66% des Français de l'étranger confirment qu'il est peut-être plus facile d'entreprendre en étant à l'étranger. Vos parcours à tous sont très inspirants et je vous félicite. Le prix du public, c'est le prix effectivement de vos temps. Ce n'est pas le prix que nous avons au jury. C'est un prix sur lequel les chiffres comptent, puisque effectivement, il y a eu 400 candidatures, 6200 votes. Une personne sur 4 a voté pour ce projet. Félicitations. C'est également un prix que nous remettons chaque année qui a une particularité, c'est qu'il est bien ancré dans son temps. Les années précédentes, nous avions eu Antoine avec la permaculture. L'année précédente, la sauvegarde d'espèces menacées. Et c'est vrai, cette année, Eugénie, avec votre projet, en fait, on parle là d'un projet familial, d'une plateforme digitale pour aider les enfants en difficulté dans l'apprentissage. Quoi de plus normal par rapport à l'année que nous venons de passer. Nous nous sommes retrouvés tous dans nos foyers avec nos enfants proches. Nous sommes devenus des expatriés parents-profs, finalement. Et on a dû, en fait, se recentrer sur notre foyer et on s'est peut-être rendu davantage compte des difficultés qu'avaient nos enfants dans l'apprentissage. Il est agréable de voir que des personnes s'en soucient pour créer des plateformes digitales. Et je pense que les expatriés ont tous envie, tout bonnement, de trouver systématiquement des solutions. Eugénie, donc vous êtes franco-québécoise, je ne cache rien. Vous avez démarré aux Philippines, vous vivez aujourd'hui au Japon. Vos étudiants sont partout dans le monde. Et on a discuté un petit peu, vous nous disiez qu'effectivement la France vous intéressait également pour développer vos services. Voilà un entrepreneuriat sans frontières qui nous plaît. Bravo Eugénie, et je suis ravie de vous remettre votre prix. Voilà, nous avons fait ce trophée, le prix du public. Alors, vous êtes donc installé à Tokyo, mais ce système par visioconférence, vous l'avez installé bien avant la pandémie, en fait. Je voudrais vous mettre près des micros. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à faire de l'orthopédagogie dans le système scolaire français en 2014. Puis, je suis ensuite arrivée au lycée français de Manille où j'ai commencé à faire de l'orthopédagogie et qu'on m'a donné toute la confiance. Alors, il y a d'ailleurs aujourd'hui des parents d'enfants que j'ai invités qui sont ici ce soir et je vous remercie. Je tiens aussi à remercier, excusez-moi, tout va bien. À remercier M. Jean-Marc Coury et Cécile Dion qui m'ont donné leur confiance pour mettre l'orthopédagogie dans le système scolaire français. Et puis, petit à petit, les élèves en expatriation se sont déplacés et c'était une demande des parents de commencer en fait à faire de l'atelier orthopédagogie. Donc, en 2018, on a commencé et puis, effectivement, il y a plus de frontières. Et la distance ne pose pas de problème dans la relation avec l'enfant? Non, vraiment pas. Alors, justement, on voit très bien, comme on disait dans la vidéo, mais ça va couper au moment où on se voit le visage, mais pas que, en fait, ça aide selon les difficultés de certains. Par exemple, si je pense aux troubles du spectre autistique, ça aide d'avoir le biais de l'ordinateur. C'est dans leur génération maintenant. Donc, et avant COVID, ils aimaient, mais maintenant, après COVID, ils ont même ils sont habitués et savent comment utiliser encore plus les outils technologiques. Alors, c'est tout à fait. Et vous avez des enfants dans le monde entier, bien au-delà des Philippines ou du Japon? Tout à fait. Alors, on a commencé en Europe et puis maintenant, bon, ça se parle quand les parents se déplacent et puis on a maintenant des élèves dans 8 pays. On vous félicite, merci beaucoup. Bravo. Le deuxième trophée est celui de l'entrepreneur. Vous évoquiez l'une de ses qualités, monsieur le ministre, celui de l'entrepreneuriat. N'oublions pas que ce mot est utilisé en anglais, donc il est d'origine française. On va se rendre au Cambodge, cette fois-ci pour découvrir la lauréate 2021. Elle est ingénieure de formation. Elle s'appelle Cécile Dahomey et elle a créé il y a 9 ans maintenant un cabinet de conseil en environnement. Ses clients sont à la fois des entreprises privées, mais aussi des ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture,
structures, mais aussi des ONG, et qui sont des entités qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Elle est là pour assurer le lien et monter des projets qui ont du sens. C'est une sorte d'entrepreneuse entremetteuse, direction le Cambodge et ses célèbres tuk-tuk pour découvrir la lauréate du prix de l'entrepreneur. EDHEC Business School vous présente les trophées des Français de l'étranger. Dans les rues de Phnom Penh, Cécile Dahomey passerait presque inaperçue dans son tuk-tuk. Le véhicule fonctionne au GPL, du gaz liquéfié, moins polluant que l'essence. C'était vraiment une volonté de devenir consomme-actrice, donc c'est-à-dire agir pour l'environnement au travers de mon mode de consommation. Arrivée au Cambodge en 2012, Cécile a découvert une terre d'opportunités. Pour défendre ses valeurs jusque dans sa vie professionnelle, l'ingénieure est devenue entrepreneuse. Elle a créé CVA, un cabinet de conseil. L'ADN de CVA, c'est vraiment ses objectifs, les objectifs environnementaux et sociaux sur lesquels on s'est fixé. Accès à l'eau potable, aux énergies renouvelables, développement rural, accompagnement de PME, voilà les projets sur lesquels se spécialisent les 20 employés de CVA. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sur lesquels on intervient sont interconnectés et c'est pour ça qu'on nous prend. C'est parce qu'on fait des liens entre ces différents secteurs. Cécile œuvre surtout depuis ses bureaux, mais c'est sur le terrain que se concrétisent ses conseils. À 1h30 de Phnom Penh, cette ONG développe l'accès à l'eau potable en milieu rural. Elle prépare et distribue ses bonbonnes d'eau à prix réduit à des villageois. Depuis 2015, Cécile Dahomey l'a aidé à trouver des financements supplémentaires ou à identifier de nouveaux villages où s'implanter. Notre organisme ici au Cambodge est spécialisé sur des opérations. Donc on fait du terrain, on n'a pas le temps nécessairement ni le savoir de faire des analyses. L'ONG fournit désormais de l'eau potable à 800 000 personnes et elle compte bien poursuivre son développement au Cambodge, notamment avec l'expertise de Cécile Dahomey. Pour moi, c'est l'exemple parfait de comment répondre à nos objectifs et de trouver une manière de répondre à des engagements sur l'environnement et pour l'humain. Des engagements que Cécile Dahomey veut continuer de défendre et peut-être un jour au-delà du Cambodge. EDHEC Business School vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Très bien, monsieur le ministre, cher Hervé, chère Cécile, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors juste en introduction et rapidement, je vais vous lire un petit secret. En fait, l'EDHEC a été créé pour les Français de l'étranger. Vous ne saviez peut-être pas ça, mais en 1906, il a été pris la décision de créer une section commerce pour créer des entrepreneurs qui iraient battre les Anglais à l'étranger en vendant les machines textiles. Donc déjà à l'époque, cet esprit français rayonnait. Et donc après quelques péripéties, on a atterri à la station F, quelques péripéties quand même, on a aujourd'hui 130 places, à San Francisco, on a aussi un incubateur. Et on est très fiers d'avoir lancé cette année les Sustainable Impact Project, c'est-à-dire que tous nos étudiants en première année, donc 1000 étudiants, doivent avoir un projet à impact qui porte et qui développe. Et donc on espère qu'un jour, ces projets pourront recevoir un prix ici. Alors peut-être quelques mots sur Cécile. On est extrêmement fiers. Cécile ne parle pas que le français, elle parle 7 langues. Et donc, grâce à ce projet incroyable, elle développe une vingtaine de missions par an, je veux dire. Elle a une vingtaine de personnes, elle fait déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc tout un tas de projets, comme vous avez vu, dans l'accès à l'eau, les énergies renouvelables ou le climat. Et donc, je me disais quelque part en l'écoutant, finalement, elle développe aussi, au-delà de ces projets, la culture de la France partout dans le monde. On est vraiment très fiers de vous avoir ici. Merci beaucoup. Et ce prix, on va les trophées de l'entrepreneur. Bravo, félicitations. Avant de faire l'interview, peut-être qu'il faut faire la photo, comme ça je ne l'oublierai pas cette fois-ci. Voilà, Cécile de la Monnaie, vous venez de vous mettre au pupitre, s'il vous plaît, et nous raconter comment vous mettez en relation, en fait, dans ce pays, le Cambodge, tous ces acteurs de l'économie pour qu'ils travaillent pour le bien commun. Ils n'ont pas l'habitude de se parler, je le disais. Alors oui, c'est exactement ça. Bonsoir à tous. Il y a un besoin de traduction, d'être capable de parler le langage de ces fermiers ou de ces petits entrepreneurs, de comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés au quotidien, mais aussi de comprendre au niveau des gouvernements où est-ce que ça bloque en termes d'établissement politique public,
Comment il se fait que les financements, aussi bien privés que publics, n'arrivent pas jusqu'au projet? Et enfin, comment aussi bien des entreprises que des ONG peuvent être à même de répondre à ces problèmes. Donc il y a vraiment un besoin de créer du lien, de créer une espèce de cohésion et d'être capable de traduire dans les langues de chacun ces problématiques. Et dans ce pays en développement économique encore, est-ce que cette dimension environnementale, sociétale, sociale trouve écho? De plus en plus, le Cambodge est un pays qui est extrêmement touché par le changement climatique et qui le sera encore plus avec le temps. Et puis, on est sur un pays où il y a encore de très gros problèmes sociaux. Donc oui, et une population extrêmement jeune qui est très très attirée par ces sujets. Ça bouge. Vous me racontiez, lorsqu'on a préparé cette soirée, que vous aviez entrepris un tour du monde pour évaluer la possibilité de s'implanter quelque part pour développer ce genre de projet. Pourquoi vous êtes-vous arrêté au Cambodge? C'est une bonne question. Le tour du monde qui était à but de créer une entreprise, d'essayer de comprendre quels pouvaient être les besoins, nous a amenés dans un premier temps en Asie et rapidement on a eu beaucoup de missions pour lesquelles notre expertise à la française, nos connaissances, nos capacités étaient appréciées. La difficulté parfois en Asie qu'il peut y avoir à créer une entreprise, c'est qu'on a besoin d'un local qui détient plus de 50%. Ce n'était pas le cas au Cambodge, donc ça a facilité la création. On peut s'établir tout seul comme français. La crise du Covid vous a resserré un peu sur le périmètre de ce pays, mais aujourd'hui les choses peuvent, en tout cas on peut espérer se développer. Vers quelle zone pensez-vous vous orienter? Donc avant le Covid, on intervenait déjà dans une quinzaine de pays, en Asie du Sud, dans l'Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et dans l'Afrique de l'Ouest. Donc on espère, avec la reprise, pouvoir reprendre nos activités dans ces pays. D'accord. Dernière question, tout il est au nord, Euro 5 Je ne répondrai pas à cette question. Merci. Et bonne fin de soirée. C'était le prix donc, de l'entrepreneur et nous allons passer maintenant au prix de l'éducation. C'est le troisième des 7 trophées que nous allons remettre ce soir et on va partir en Espagne, chez nos voisins de l'autre côté des Pyrénées, pour faire connaissance avec un lauréat qui a créé des écoles de la seconde chance pour ceux que la route classique a un peu laissé sur le côté, de la restauration au secteur de la programmation informatique. Les structures qu'il a créées remettent le pied à l'étrier et forment à des métiers d'avenir. Voici donc le portrait de Guillaume Thureau. C'est un ancien de chez Danone qui est très intéressé par l'humain. Vous allez voir dans ce reportage que nos correspondants en Espagne lui ont consacré. Le CNED vous présente les trophées des Français de l'étranger. J'ai 51 ans, je suis né à Tours, j'ai quitté la France il y a une trentaine d'années et je suis aujourd'hui à Barcelone. Inspiré par le système français, Guillaume a monté en Espagne un réseau d'écoles de la seconde chance. Plus d'une quarantaine d'établissements en font partie, comme ce restaurant. Comment est composée l'équipe? Tu as 2 jeunes filles qui ont été embauchées, les autres sont dans leur 2e année de formation. À l'issue de leur formation, 65% des participants s'insèrent dans le monde du travail ou reprennent des études, une victoire pour Guillaume. Moi, ma passion, c'est la trajectoire des gens et de pouvoir donner de nouvelles opportunités à des gens que la société a laissés sur le côté. Cheikh Omar est sénégalais. Arrivé sans papier en Espagne, il est devenu chef de salle. Et si tu arrives ici, dans le monde de l'éducation d'ici, tu ne peux pas le faire parce que c'est impossible. De un, tu n'as pas de papier, de deux, tu ne parles pas espagnol. Et aussi, c'est pratique, c'est pas seulement théorique. En 2018, Guillaume a décidé d'aller encore plus loin pour aider les personnes défavorisées. Il a créé la première école de programmation entièrement gratuite. Son pari, miser sur un métier d'avenir. C'est un secteur où il y a de l'emploi. Il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en aura encore pendant longtemps.
Guillaume m'a beaucoup aidé car quand je l'ai rencontré, j'étais une personne en risque d'exclusion et maintenant, je me sens capable d'avoir des opportunités professionnelles. Après avoir travaillé aux 4 coins du monde pour une multinationale, Guillaume est tombé amoureux de Barcelone. Voilà, à Barcelone et dans toute l'Espagne, il y a des besoins sociaux qui sont absolument considérables, qui sont, à mon sens, bien plus importants que ce qu'on voit en France, et dans lesquels il y a la possibilité d'amener des nouveaux modèles et apporter des réponses adaptées à la situation sociale espagnole. Un défi crucial en pleine pandémie. En Espagne, le taux de chômage dépasse les 15%. Le CNED vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir d'être à nouveau là cette année pour la 9e année. Et nous sommes là parce que le CNED finalement est le partenaire naturel des familles expatriées pour accompagner les parcours d'apprentissage et de scolarisation des élèves, qu'ils soient d'ailleurs scolarisés en dehors des structures scolaires et isolés, ou en partenariat avec la UFE ou la MLS pour accompagner tous ces élèves. Juste une idée sur les 70 000 élèves scolaires que nous avons au CNED, 20 000 résident à l'étranger, ça n'est pas négligeable. Et évidemment, nous avons été encore plus visibles ces derniers temps, puisque, et c'est assez amusant, si on peut retenir cette expression pour le contexte que nous avons vécu, nous avons expérimenté notre dispositif de continuité pédagogique avec la salle à la maison, en Chine d'abord. Au moment où l'épidémie a émergé en Chine, on n'imaginait absolument pas à ce moment-là qu'elle viendrait jusqu'en Europe. Et c'est en Chine, dans les établissements français à l'étranger, que nous avons testé notre premier dispositif, qui s'est appelé ensuite ma classe à la maison, qui a permis d'assurer la mobilité pédagogique à des millions d'élèves en France et à l'étranger. Donc c'est naturellement nous sommes là. Et évidemment, les questions d'éducation nous intéressent. Et le travail que fait Guillaume Turot, alors je sais qu'il n'est pas friand des honneurs personnels, mais évidemment, malheureusement, à lui, je m'intéresse au projet et je m'intéresse à tous ses collaborateurs. Et on voit bien que derrière ce qu'on a vu dans les images, on a une énergie considérable autour de ces jeunes qui ont des parcours de vie compliqués et qu'on essaie de remettre dans une dynamique positive. Alors Guillaume Turot, par son action depuis 2012, avec l'école de la deuxième chance, il nous a dit qu'il était né à Tours, nous sommes à Poitiers, et Guy Cresson était à Châtellerault, c'est entre les deux. Donc c'est assez naturel que finalement quelqu'un de Tours s'inspire du travail de Guy Cresson pour ouvrir des écoles de la deuxième chance. Avec des écoles de la deuxième chance d'une part, et puis avec, en 2007 avec Factoria F5, il agit en faveur des publics les plus en difficulté afin de les réinscrire dans des parcours de formation qui est conduite à l'emploi. Je crois que cette notion d'employabilité est évidemment essentielle. Mais au-delà, je crois que c'est tout un travail de remotivation, de réassurance qui est engagé pour une dignité retrouvée. Et ce qu'on a senti dans le témoignage de ce jeune apprenti cuisinier, c'est bien cette question de dignité par le travail qui est retrouvé. Et les principes qui animent Guillaume Turot, c'est qu'il donne à voir sur son site, c'est apprendre sans obstacle, utiliser des méthodes innovantes, réussir. Ces principes trouvent un écho étonnant dans les valeurs que défend le CNED: accessibilité, réussite, innovation, utilité sociale. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité être à ses côtés parce que finalement, on partage en quelque sorte le même ADN. Tout comme Guillaume Turot, au CNED, on croit véritablement, on pense vraiment que c'est en permettant aux plus fragiles de se remettre debout par l'éducation et la formation que nous parviendrons à faire du commun, à refaire société et à vivre dans une société, dans une communauté humaine apaisée. Ce trophée de l'éducation des Français de l'étranger. Merci. Guillaume Turot, c'était bien courage pour vous rapprocher. Je disais que vous aviez commencé chez Danone, en tout cas vous avez fait partie de votre carrière dans cette multinationale française liée à l'alimentation. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en partir pour tenter cette aventure assez incroyable et en Espagne? Je pense que c'est une question de parcours et un itinéraire de vie.
Et une des choses que j'ai découvert tout au long de ma vie depuis mon enfance, et y compris à travers mon expérience chez Danone, c'est qu'en fait, le bas de notre pyramide sociale est bourré de talent. Seulement, l'opportunité n'a pas été donnée pour ces jeunes et ces moins jeunes de pouvoir l'exprimer et l'apporter à la société. Et ça me semble être un extraordinaire gâchis. Dans une société qui aujourd'hui est très homogène, très blanche, très masculine, je suis issu de cette élite. Je pense que ça ne marche pas. Vous n'êtes pas laissé pour compte du système éducatif. Pas du tout. Pas du tout cet itinéraire-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est notre devoir, et celui de tout le monde, d'ouvrir et de laisser la place à une diversité de talents. Et les écoles de la deuxième chance d'un côté, ou l'autre modèle qui est Factory F5 inspiré du modèle français de Saint-Plon, fait ça. Je voudrais juste préciser une chose, parce que dans l'introduction, il a été dit que je vais créer les écoles de deuxième chance espagnoles. C'est inexact. J'ai créé un label de qualité, un réseau national. Je ne l'ai pas fait seul, on l'a fait collectivement. Il y a 40 d'écoles, c'est ça ? 43 écoles, pratiquement 8000 jeunes. Et aujourd'hui, on a réuni des entités qui faisaient déjà un travail extraordinaire et qui se sont réunies autour de ce modèle qui existe également en France avec beaucoup de succès. Quand les Espagnols vous voient arriver, ils se disent qu'est-ce qu'un Français peut nous apporter ? Moi aussi, je me demandais ce que je pouvais apporter parce que j'étais ni du secteur de l'éducation, ni espagnol, et je ne me sentais pas très légitime. Sauf qu'en fait, leur regard m'a légitimé et ils m'ont demandé de découvrir ce qui a été fait à l'étranger, notamment en France. Et de ces visites-là est née l'envie de se constituer en réseau et ils m'ont demandé de les accompagner. Je l'ai fait en bénévole, ensuite en tant que directeur, avant de passer la direction il y a un peu à une autre française. Voilà. Parmi les filières que vous avez développées avec vos partenaires, il y a celui donc, de la programmation informatique avec un vrai succès déjà, on peut le quantifier, on peut le mesurer. Alors aujourd'hui, ce sont 5 écoles en Espagne. Nous avons commencé en 2018 à Barcelone, 4 cofondateurs, et nous avons formé plus de 400 personnes. Des gens qui partent de zéro, qui ne connaissent rien, qui savent à peine... Sans connaissance préalable, nous avons une grande diversité de profils qui vont du jeune sans emploi et sans diplôme, l'école de la deuxième chance, à une personne de plus de 55 ans au chômage de longue durée, une personne réfugiée, une personne avec un certain niveau de handicap, par exemple. Et toutes ces personnes-là, ensemble, des grandes différences d'âge également, apprennent la programmation en 6 mois intensifs, et on est à, en gros 76 à 82% de sorties positives. C'est-à-dire qu'ils trouvent un emploi, car c'est un secteur qui recherche des talents et un pénurie. Absolument. Donc, soit un emploi, l'essentiel de ces personnes-là, soit une formation additionnelle s'ils le souhaitent, soit ils entreprennent leur propre projet. Et c'est un secteur dans lequel, en Espagne, plus de 100 000 postes ne sont pas couverts par absence de professionnels formés à cette compétence. Alors on a vu qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels vous intervenez sur la restauration et d'autres métiers. Est-ce que parmi tous ceux que vous avez pu passer dans ces écoles de la deuxième chance, vous gardez en tête un parcours exceptionnel qui sort de l'ordinaire, qui vous aurait frappé? Alors, les parcours exceptionnels, il y en a beaucoup. Et il y a des grandes leçons de vie. Et une de celles qui m'a le plus frappé était à un moment d'un événement institutionnel, un peu comme celui-là, où on avait organisé des rencontres entre des jeunes, ou jeunes qui étaient sortis des écoles de la deuxième chance et des officiels. Et nous avions un officiel du gouvernement de Catalogne, une vice-présidente de Catalogne de l'époque, qui était face à un jeune africain qui était arrivé dans les conditions les plus compliquées possibles, qui avait vécu dans la rue, qui avait rencontré cette école de deuxième chance, qui avait appris un métier dans le métier de l'électricité, et avait fini par créer sa coopérative. Il avait conclu son histoire, et il avait face à moi la présidente de Catalogne qui buvait ses paroles et qui était fascinée par ce parcours. Et il a conclu son histoire en disant et aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut. Lo tengo todo. En espagnol, c'est un peu plus puissant. Et alors là, il y a eu un blanc, et il avait tout. Et ce n'était pas une posture de prétentionnaire, il avait vraiment tout, parce qu'il avait de quoi construire sa vie. Un homme complet? Un homme complet, et je pense que la vice-présidente de Catalogne, au sommet de notre pyramide sociale, ne pouvait pas dire ça. Merci beaucoup pour ce... On va marquer une petite pause dans cette cérémonie de remise de
parler donc de cette nouveauté qu'Hervé a évoquée tout à l'heure devant vous, c'est-à-dire ce nouveau magazine qui vient de sortir. Tout a commencé il y a 20 ans dans l'histoire du petit journal, Hervé le rappelait, un journal qui s'est créé sur Internet et qui finalement fait un peu le chemin inverse. Beaucoup de journaux aujourd'hui cherchent à avoir un rayonnement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le petit journal invente quelque chose d'un peu différent. Alors avant que Hervé nous en dise un mot et nous raconte cette nouvelle aventure, je vous propose de regarder et feuilleter ce magazine en images pendant quelques instants. Excusez-moi, c'est presque l'heure du dîner, mais l'arbre de mouche et des verres de farine, normalement nous ne devrions pas avoir ça à l'apéritif, mais c'est vraiment destiné à nos animaux de compagnie, ça marche, ils ont l'air contents en tout cas, et c'est des croquettes aux insectes. On va découvrir ça avant d'accueillir cette lauréate de l'innovation. Mr Fly vous présente les trophées des Français de l'étranger. La matière première pour leurs produits, Véronique Glorieux et son associé Réma Aparicio la trouvent ici, dans une ferme à insectes aux portes de Berlin. Là-dedans, il y a 23 millions de petites larves dans cette petite boîte qui vont donner 5 tonnes de larves qui vont être utilisées pour nos produits. Leur start-up, basée dans la capitale allemande, produit de la nourriture pour chiens à base de larves de mouches, une alternative sur un marché gigantesque et polluant. L'industrie de l'alimentation pour les animaux domestiques consomme à elle seule 20% de la production mondiale de viande. Si on compare avec un bœuf, il y a seulement 40% du bœuf qui peut être consommé, alors que toute la larve ici peut être consommée. C'est beaucoup plus efficace aussi. Lancés en 2017, les produits de Véronique Glorieux sont distribués dans une dizaine de pays européens. Elle compte plusieurs lignes de nourriture pour chiens, et notamment des croquettes. Also, wir sind heute die Proben. Des produits dans l'air du temps qui figurent désormais en bonne place dans les rayons de cette boutique spécialisée. Les produits sont très appréciés, surtout pour leur aspect durable. D'abord prisés par les propriétaires de chiens sujets aux allergies, les produits de Véronique Glorieux séduisent désormais avant tout une clientèle éco-responsable, mais qui ne veut pas se priver de son animal de compagnie. Avec 6 kilos de Eat Small, ce chien-là va économiser par mois 770 baignoires remplies d'eau. Ça, c'est quelque chose. Et aussi 1530 km en voiture. Alors, déjà, ça fait un impact. Il va économiser des ressources et puis il va se nourrir bien. Pionnière de la nourriture pour chiens à base d'insectes, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les produits seront bientôt disponibles en France et au Canada. Mr Fly vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais vous partager mon plaisir d'être là ce soir, tout simplement parce que j'étais là il y a un an. Et il y a un an, cette soirée-là, pour moi, c'était l'enfer. C'était pas la soirée, mais c'était l'annonce du confinement, version 2. Et quand vous travaillez dans le voyage et vous basculez en confinement, c'est forcément hyper délicat. Donc j'ai un souvenir de cette soirée l'année dernière. Et je suis aussi étonné parce que j'ai l'impression que ça clôt une phase et qu'on rebascule dans autre chose. Aujourd'hui, il y a de l'immigration, Jean-Baptiste y était ce matin, nous avons le tourisme. On a l'impression d'arriver enfin à une sortie du bout du tunnel, on espère, enfin on peut le voir. Donc c'est un élément clé pour nous et voilà, j'espère qu'on tourne une vraie page liée à tout ça. J'ai des remerciements à passer aux équipes du Petit Journal et à Hervé pour leur soutien sur cette période, qui nous ont clairement montré qu'une logique de partenariat, ça va dans les deux sens.
merci. J'en profite parce que Jean-Baptiste est là pour remercier aussi Jean-Baptiste qui a vraiment mouillé la chemise comme jamais on a vu ça, lui et ses équipes, pour le soutien de toute l'industrie du voyage. Donc un vrai merci, on ne le dit jamais assez en France, on parle beaucoup. Merci. Voilà, c'était la première partie. Merci à Véronique d'être là ici. Alors chez Mr.Fly, l'innovation, c'est un peu dans notre ADN. On est une start-up en fait, au final, on a 6 ans aujourd'hui. On est devenu en 6 ans le deuxième acteur du marché du voyage en ligne. Et si on a fait ça, c'est en se différenciant par l'innovation. Parce qu'il y a 6 ans, quand on s'est lancé, on nous a dit le voyage en ligne, il n'y a plus rien à faire, vous arrivez après 12 batailles. On a réussi en se différenciant par l'innovation et en attaquant le marché autrement à surprendre et à se créer une place. Et c'est ce que j'ai trouvé en discutant avec toi tout à l'heure. J'étais surpris par plein de similitudes. Alors moi j'appelle ça, Véronique, un marché à évangéliser. C'est très rare, mais c'est hyper motivant, ainsi de suite. On a plein de problématiques qui ressemblent beaucoup aux problématiques qu'on a nous aussi. Donc nous on est ravis, Véronique, de te parrainer, de te remettre ce prix. En félicitations, tu vas bien mieux en parler. Merci, pour cette le développement de ce produit innovant. Merci beaucoup. Véronique, je vous invite à venir vers le pupitre pour répondre à quelques questions. Vous avez une formation vétérinaire au départ, vous avez exercé au Canada avant de vous installer en Allemagne. C'est comme ça qu'est l'idée dans la fréquentation des animaux. Vous vous êtes dit, tiens, les insectes, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oui, définitivement, c'est mon background qui a peut-être initié le projet. Parce que l'insecte, non seulement il est nutritif, mais il est aussi parfait pour le chien allergique, puisque 80% des allergies alimentaires chez le chien sont causées par des protéines de viande contenues dans leur nourriture. Donc l'insecte en remplacement est parfait pour contrôler ces allergies. Alors, on a vu tous les avantages, il y a quelques petits inconvénients, c'est que c'est quand même plus cher. Oui, c'est encore une industrie qui est toute jeune, donc on est dans le monde de la start-up, du moins en Europe, parce que l'insecte est consommé aussi régulièrement dans beaucoup de parties du monde. 2 milliards de personnes sur Terre, d'ici vous, consomment des insectes de manière assez régulière pour leur nourriture. Oui, ou en complément. Donc c'est pour les gens. Pour les chiens, c'est pas encore le cas. On souhaite que ça ne devienne un jour. Mais non, alors du coup, en fait, l'industrie de l'insecte est encore jeune en Europe, puis ce qui fait que le prix de la matière première est encore 2 à 3 fois plus élevé. Mais ça se développe, il y a des fonds très importants, par exemple, pour une entreprise française en charge de ce secteur. Tout à fait, il y a Insect qui est en fait la plus grande ferme d'insectes au monde maintenant. Française. Située à Dole. On va ouvrir aussi notre site de production à Amiens et avec qui on travaille depuis le début de l'année. C'est une production de famille. Bon. Alors, quand on met pour un chien 2 gamelles, une avec des croquettes traditionnelles et une avec vos croquettes aux insectes, il va vers laquelle, spontanément? Est-ce qu'il voit la différence? En fait, le chien, non, on ne voit pas la différence. Je dirais en fait même que vous, si jamais il y a des gens qui ont des chiens, vous pourrez venir me voir à la fin de... Ah, il y a des visites. J'ai quelques échantillons. Alors, mais non, il n'y a pas de différence. Les croquettes sont semblables les autres. Et puis le chien, nous, ce qu'on veut dire chez Mixmars, c'est qu'il y a 9 chiens sur 10 qui aiment nos produits et qui les mangent spontanément. Les gens sont ravis, sont étonnés parce qu'ils ne s'attendent pas à ça du tout. Et, il y a un chiffre quand même qui est fascinant dans ce qu'on a présenté, c'est que 20% de l'élevage en France ou dans le monde, enfin, est consacré à nourrir d'autres animaux. C'est vrai que si on arrive à faire baisser ce pourcentage, on sait l'impact
environnemental qu'à l'élevage industriel en France. Si on arrive à faire baisser ce pourcentage, c'est autant de gagner pour l'environnement. Exactement, c'est la vision qu'on a chez Eatsmart de pouvoir réduire la consommation de viande dans l'industrie de la nourriture pour animaux domestiques, parce que, en fait, la production industrielle de viande est l'une des sources de pollution majeures dans le monde, qui pousse toutes sortes de consommer de ressources, qui émet des l'eau, des gaz agricoles, pétrole, caché. Oui, puis on sait que, par exemple, au Brésil, les forêts sont détruites pour élever les bovins. Alors, si on veut remplacer une partie, la plus grande partie de la viande pour les chiens par des insectes, ça sera une sorte d'économie. Merci beaucoup. Véronique Lauréat. Merci. On va passer à quelque chose d'assez différent, puisqu'on va parler de culture et d'art de vivre pour le 5e trophée, et on va aller à Hong Kong, où une Française s'illustre et illustre les murs de la cité, une street artiste qui signe ses œuvres de son nom, Elsa Jean de Dieu, et qui, dans un contexte difficile, on sait ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, il y a tant de redonner le sourire aux habitants. On découvre cette image. Le Courrier international vous présente les trophées des Français de l'étranger. Dans les rues arpentées de l'île de Hong Kong, sur les murs des boutiques, des cafés et des restaurants, on retrouve un peu de magie. Ludique, charmant et souvent porté par un grand sourire, ces dessins sont les œuvres d'une artiste française, Elsa Jean de Dieu. Cette peintre et décoratrice nîmoise vit à Hong Kong depuis 13 ans, une ville au rythme effréné dans laquelle elle souhaite offrir des moments de réflexion. Voilà, c'est une ville qui est très efficace, mais par moments on en oublie un petit peu les émotions et c'est quelque chose qu'on retrouve dans mon travail en fait. Retrouver des sourires, j'impose un petit peu aux gens de s'arrêter devant mes œuvres et de réaliser, d'avoir une vraie émotion et d'avoir quelque chose de positif qui vient en eux quand ils regardent mes œuvres. Très sollicitée, même pendant la pandémie, sa dernière œuvre est une commande pour un festival d'art français au cœur de la ville. Un travail éprouvant, mais la curiosité des passants en vaut la peine. Ce matin, il faisait très très chaud. J'ai pris une petite installation, donc ça a été aussi une autre chose à gérer. Là maintenant, ça a l'air d'être bien, donc faut travailler en extérieur, c'est jouer avec le temps, c'est prendre le temps de parler aux gens qui passent aussi, parce que je suis là dans la rue pour aussi partager. Lauréate du prix Culture, Art de Vivre des trophées des Français de l'étranger, Elsa Jean de Dieu connaît désormais une renommée dans de nouveaux parages, et ça, c'est encore une raison de sourire. Le Courrier international vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Le portrait de cet artiste qui n'est pas avec nous ce soir pour deux raisons. La première est sanitaire, car je crois qu'il y a 3 semaines de quarantaine lorsqu'on va à Hong Kong. Une soirée à Paris et 3 semaines de quarantaine derrière, c'est un petit peu compliqué. Et puis la deuxième, une heureuse raison, c'est qu'elle attend un heureux événement. En revanche, sa maman est avec nous, Laurence Caron. Je vous demande de nous rejoindre sur scène, et pour remettre ce trophée, donc par délégation, j'appelle Ingrid Tervat, responsable Courrier Expat au sein de Courrier International, partenaire de ce prix. Je vous en prie. Monsieur le ministre, cher Hervé, mesdames et messieurs, je suis très honorée de représenter Courrier International dans le cadre de ce partenariat que nous avons depuis de très nombreuses années, dans le cadre des trophées des Français de l'étranger. C'est un partenariat qui est tout à fait naturel, puisque nous avons une section Courrier Expat depuis plus de 5 ans maintenant sur notre site, et
régulièrement, nous apparaissons aussi dans le print, sur le papier de l'hebdomadaire. Et donc c'est un partenariat naturel qui fait que nous remettons chaque année le prix culture qui nous honore beaucoup. J'ai été ravie de découvrir le parcours d'Elsa Jean de Dieu, qui est assez extraordinaire parce qu'elle voulait aller à New York et pas à Hong Kong. Elle s'est retrouvée à Hong Kong et ce qui l'a fait connaître, c'est une fresque qu'elle a réalisée pour un restaurant de cuisine brésilienne et japonaise. Donc vraiment, on est dans l'esprit courrier international, on voit qu'on partage complètement les valeurs. Et donc, elle a réalisé à Hong Kong une fresque qui s'inspire à la fois de la culture brésilienne et de la culture japonaise. Et c'est ça qui a fait qu'elle a connu un grand succès dans la région, bien au-delà de la région, à Macao, à Hong Kong, mais aussi à Singapour, au Sri Lanka, au Colombo, où elle travaille. Donc, c'est vraiment un exemple de réunion. Et justement, cette façon de décentrer le regard, de faire un pas de côté, d'aller voir ailleurs, c'est précisément nous ce qu'on cherche à faire à Courrier International, à la fois en vous donnant à lire et à découvrir à travers la presse étrangère, mais aussi avec des témoignages de Français partis à l'autre bout du monde, parfois beaucoup plus près. C'est ce qui nous a valu cette année de recevoir le prix du meilleur magazine, le prix Relais. Nous avons, c'est là que Mr. Fly est connu une année bonne en termes de diffusion. Nous avons battu nos records historiques d'abonnement et sommes leaders en termes d'abonnés numériques. Et donc, ayant reçu ce prix, c'est une joie redoublée pour moi d'en remettre un à mon tour à Elsa Jean de Dieu. Et donc à sa maman par intérim, disons. Voilà. Félicitations à plusieurs titres. Et on va écouter en même temps, on va écouter les actes enregistrés pour nous depuis Hong Kong, un petit message de remerciement. On l'écoute et puis on posera quelques questions sur notre fille juste après. Bonsoir à tous, je suis extrêmement touchée et ravie d'être là parmi vous ce soir, virtuellement malheureusement. Je n'ai pas pu prendre d'avion car je suis à 7 mois de grossesse et nous avons une quarantaine de 21 jours à l'hôtel. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi d'envisager un voyage sur Paris, même si j'aurais rêvé rentrer en France. Ça fait bientôt 3 ans que je ne suis pas rentrée en France, même un peu plus de 3 ans. Donc voilà, ça me manque, ma famille me manque, mais ma maman est là pour me représenter ce soir. Bisous maman, tu me manques. Voilà, je suis extrêmement ravie d'avoir reçu ce trophée, donc merci au Courrier International d'avoir sponsorisé cette catégorie, culture et art de vivre. Un énorme merci donc, à toute l'équipe du Petit Journal qui a fait d'énormes efforts pour organiser, donc, dans un premier temps, les trophées des Français de Hong Kong. J'ai également gagné dans cette catégorie, donc art et culture, et je suis donc extrêmement fière d'avoir ce second trophée. Donc la même catégorie mais à l'international. Je trouve que tous ces efforts en cette période un petit peu compliquée nous ont vraiment reboosté le moral. Quant à moi, ça a été une énorme joie de recevoir cette reconnaissance venant de la communauté française. Je suis donc peintre décorateur basé sur Hong Kong depuis 13 ans et ça fait 13 ans que je travaille avec passion et extrêmement de ténacité pour justement m'en sortir. Je dois vous avouer que ça n'a pas été toujours rose, ça n'a pas toujours été facile, mais 13 ans après, je suis encore là, je fais toujours le même métier et je suis encore plus passionnée par mon travail et je réalise tous les jours à quel point j'ai la chance de faire ce que je fais. Et recevoir donc, un trophée pour ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc un grand merci à tout le monde. Bonsoir à tous. Nous sommes vus la dernière fois, le 1er janvier 2020, nous sommes quittés, nous avons passé une semaine en Thaïlande, les vacances. C'est aussi ça l'expatriation, c'est aussi ce prix qui crée l'idée, parfois, et pour les familles. Bon, comment a-t-elle commencé, votre fille, dans ce métier d'artiste? Elle a fait une formation ou c'était cette formation? Elle a toujours été passionnée par le dessin. D'accord. Les couleurs, toute petite déjà, elle aimait dessiner. Et puis, ça se bat, ensuite elle est partie faire des études d'art. Et elle est venue à Paris pour faire une école. Vous êtes originaire de quelle région? Alors, moi je vis à Nîmes.
venue à Paris, elle a suivi ses études. Son école, elle a progressé, elle a appris, elle a fait ses études de trompe-l'œil et puis elle a commencé à travailler dans une entreprise. Et l'appel de l'international, c'est plus quand? Alors, c'est venu lors d'un voyage, elle est partie ses congés au mois de novembre, je me souviens, en 2007, c'est ça. Donc, elle est partie en voyage à Hong Kong et quand elle est rentrée, elle m'a dit depuis c'est marrant, j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas et je crois que je vais tout laisser tomber ici, je pars en Hong Kong. Voilà, ça a été l'année d'après, en 2008, elle partait. Et ça fait 13 ans qu'elle est là-bas et qui déploie cette activité. Passionnée et vraiment, franchement, je trouve qu'elle a beaucoup de créativité, de talent. Eh ben, merci beaucoup et vous la féliciterez. Nous, on va faire une petite photo, après je me rappelle, c'est mon souffleur professionnel. Je vais nous mettre à côté de la lauréate, s'il vous plaît. Voilà, la petite photo souvenir que vous enverrez à votre fille qui est à Hong Kong et on lui souhaite le meilleur pour les mois qui viennent. Nous arrivons au 6e et avant-dernier trophée, c'est celui des anciens élèves des lycées français du monde. Alors là, on va traverser la Manche, sans avoir besoin de faire une quarantaine désormais, pour découvrir le lauréat qui est le Benjamin de notre soirée. Il a 18 ans et il emploie déjà 5 collaborateurs dans son entreprise par d'autres talents, vous allez voir dans le reportage qu'on lui a consacré. Il s'appelle Mathieu Palu, il est là, il a lancé une plateforme de babysitting à destination de la communauté française, d'abord à Londres, puis on verra que ça s'est étendu, ça marche très bien. Vous avez même développé une activité désormais aussi de cours particuliers, after school, c'est comme ça qu'on appelle cette catégorie. Ça existe maintenant à Barcelone, à Madrid et à Lisbonne et à Montréal. On découvre votre parcours et puis on vous retrouve sur scène juste après. AEFE vous présente les trophées des Français de l'étranger. Armé de son épée, Mathieu Palu rêve d'une sélection pour les Jeux Olympiques. Dans ce club londonien, il s'entraîne avec de jeunes espoirs du monde entier. L'Escrime, une école de rigueur qui a forgé son caractère et ses ambitions. On pratique du sport en compétition, on a un but précis en tête. Et c'est ce que je pense que j'ai le plus compris du coup dans ma vie de tous les jours, parce que quand on a un but en tête, c'est pas suffisant d'avoir un rêve, il faut travailler chaque jour pour aller au bout de ce rêve. Cette étudiante passe un entretien pour faire du babysitting avec l'un des plus jeunes patrons français. Mathieu avait 16 ans lorsqu'il a créé Moggy avec ses amis, ici même au lycée français Winston Churchill. Il y a 2 ans, Mathieu il nous parlait de son projet de plateforme de babysitting et nous on le regardait un peu en rigolant, mais et au final de le voir comme ça 2 ans après, ça marche tellement bien sa plateforme, c'est assez incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Genre, je me disais ce serait un petit passe-temps pendant l'été peut-être, même où je me suis dit à la fin du lycée peut-être, il y aura plus le temps avec l'université, mais du coup qu'il en soit arrivé là, c'est vraiment fou. L'objectif est d'offrir cette plateforme l'an prochain à travers l'Europe au sein des écoles françaises. Pourquoi ça a bien marché? Parce que justement le concept était clair. On reste sur une idée un peu marketing, mais aussi sur nos valeurs. On veut proposer un service aux Français, à la communauté française, parce que c'est un service qui n'existe pas. Un service qui n'existait pas jusqu'à la création de Moggy. Les anciens profs de Mathieu sont fiers d'avoir contribué à cette réussite. Il était extrêmement intéressé par les sciences et je sais que du coup il adore ce qu'il fait maintenant, donc j'ai un très très bon souvenir de lui. Quelqu'un qui est très organisé et surtout qui a beaucoup de motivation et d'énergie. Escrimeur, futur ingénieur, Mathieu Palu commence à peine à faire entendre sa voix. AEFE vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver comme chaque année pour cette cérémonie qui est à la fois un moment très chaleureux, très amical et un moment également toujours passionnant parce qu'on découvre des trajectoires, des réalisations, des personnalités tout à fait exceptionnelles. Et puis, un peu comme certains de mes prédécesseurs ont évoqué, c'est vrai que l'année dernière, quand nous nous étions retrouvés, nous étions vraiment plongés dans la crise, le réseau d'enseignement français à l'étranger
malheureusement complètement, mais les choses sont quand même mieux. Et il n'y a pas de trophée pour eux, mais quand même un trophée pour les 40 000 enseignants qui ont maintenu ce réseau, pour 376 000 élèves, et leurs familles qui ont tenu bon dans cette vie. Mais ce soir, je suis vraiment très très heureux de pouvoir décerner ce prix. Alors, j'ai du mal à l'avouer, le prix de l'ancien élève, parce que vous êtes tellement jeune, à quelques mois près, peut-être que vous ne l'aviez pas, juste parce qu'on ne pouvait pas vous appeler ancien élève. Donc, à Mathieu, donc, qui est issu de deux très belles écoles londoniennes, deux écoles partenaires du réseau, et qui, dès l'âge de 16 ans, comme c'était indiqué, effectivement, s'est lancé dans cette entreprise, véritablement, création avec cette start-up. Et maintenant, vous le développez tout en continuant naturellement vos études, parce qu'il faut quand même terminer, il faut faire un peu de ça, il faut terminer ses études universitaires à l'Imperial College, je crois. Et voilà, donc on est vraiment particulièrement heureux parce que finalement Mathieu représente l'excellence que l'on peut développer dans tous les lycées français à l'étranger et votre jeunesse qui n'a pas du tout freiné votre ardeur créatrice montre vraiment cet esprit qu'on essaye de faire vivre dans tous ces lycées, mais sans perdre aussi les notions fondamentales qui sont la solidarité, le travail en commun. C'est ce travail en commun qui vous a sans doute permis de réussir avec vos camarades qui avez monté cette start-up, et puis l'objet même qui vous intéresse, ce service à la communauté, est aussi une valeur forte de l'enseignement français à l'étranger. Donc on est vraiment très heureux, Mathieu, et on vous souhaite bonne chance, naturellement, dans la suite de ce projet qui a vocation à s'étendre. Voilà une petite photo pour immortaliser l'événement avant que vous repartiez à Londres. Alors quelques questions, Mathieu, sur ce choix. Pourquoi avoir choisi ce secteur du babysitting? Vous avez décidé de regarder définitivement le post-it à la boulangerie? Oui, je pense que c'était un petit peu l'idée. Bien près du micro. Je pense que c'était un petit peu l'idée, parce que j'avais remarqué que mes copains de classe avaient beaucoup de mal à trouver des familles françaises chez qui proposaient ce service. Et dans le même sens, les parents avaient du mal à trouver des étudiants de confiance pour s'occuper de leurs enfants. Et je trouvais ça un peu dommage. D'où l'idée, c'était de créer une plateforme simple, rapide et efficace pour les mettre en relation. Quand vous dites simple, rapide et efficace, c'est vous qui avez fait le travail de programmation, de tout ça, ou comment vous avez fait? Oui, au début, j'ai fait ce travail de A à Z, sur le site internet, la communication, etc. Et depuis 2 ans, je suis d'une équipe qui vient de mon lycée. Et maintenant, on est un petit peu partout. Vous êtes chef d'entreprise avec 5 collaborateurs permanents. Oui. Bon, la crise et les confinements ont peut-être réduit l'activité de babysitting parce que les parents étaient à domicile, donc il y avait peut-être un peu moins besoin de babysitter. En revanche, sur les activités périscolaires, vous avez su surfer sur cette opportunité, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est un petit peu ça. Les 3 premiers mois de confinement étaient plus compliqués, que les parents ne sortaient plus, du coup ils avaient évidemment plus trop besoin de nous. Mais à partir de la rentrée, au mois de septembre, il y avait un vrai besoin de cours particuliers. Du coup, on a proposé ce nouveau service pour pouvoir aider les parents et les plus jeunes à s'adapter aux cours à distance. Et ça a été également très bénéfique pour les étudiants à l'université qui se sentaient assez seuls. Et le fait de se rendre chaque jour, c'est des familles françaises, ça les aidait un petit peu dans leur quotidien. Un petit mot sur votre modèle économique, c'est un tarif unique, oui. Et vous prenez un petit pourcentage dessus. C'est ça, parce qu'on a remarqué qu'en fonction d'où on était situé dans Londres, les tarifs avaient tendance à fortement varier, et les étudiants pouvaient avoir un salaire... Les quartiers chics avec des tarifs élevés, et puis les quartiers plus populaires. Les étudiants n'avaient pas forcément un tarif équitable, du coup on a uniformisé ça, et de la manière la plus simple possible, et la plus efficace. Et aujourd'hui, vous vous développez, je le disais, dans des villes en Europe, Lisbonne, Madrid, Barcelone et le Canada. C'est ça. On a
choisi les villes avec les plus fortes communautés françaises à travers le monde, du coup Madrid, Barcelone, Montréal et puis Lisbonne. Et on va proposer ça l'an prochain dans d'autres villes à travers le monde. Bravo. Alors, une dernière question, parce que ce garçon, au-delà de ses qualités, vous l'avez vu dans le reportage fait d'Escrime, vous êtes en compétition, ce qui fait aussi ça, en compétition le week-end prochain en France. Vous allez peut-être croiser la route sur les podiums d'escrime de champions olympiques contre lesquels vous allez vous battre. Enfin, ça vous dit pas battre, d'ailleurs, je sais pas. Oui, vous escrimez. Oui, du coup, ce week-end, il y a le circuit national. On va récupérer encore en tout cas ceux qui sont partis aux Jeux Olympiques. Ça veut dire le niveau quand même, hein. C'est pas. Voilà, c'est pas. Bon, bah bravo, et on vous souhaite bonne chance pour l'ensemble. Septième et dernier trophée, toutes les bonnes choses de fin. On va parler de social et humanitaire, ce trophée consacré à ce thème. Et on va partir en Afrique. Pour ce trophée, nous allons faire la connaissance d'une jeune femme qui s'emploie au Bénin à valoriser, à revaloriser les déchets, par exemple, en les transformant en briquettes que les familles pauvres peuvent utiliser pour cuisiner à la place du charbon de bois qui coûte cher et qui a un impact écologique dévastateur sur ce pays qu'est le Bénin. On va en parler. Ça a beaucoup de vertus. On découvre le parcours de Naomi Fagla Bédégan avant de l'accueillir ici pour recevoir ce trophée social et humanitaire. France Média Monde vous présente les trophées des Français de l'étranger. Après une trentaine d'essais, ces deux femmes tiennent peut-être la recette parfaite. Si les tests sont concluants, ces briquettes pourraient remplacer le charbon de bois à Porto Novo, la deuxième plus grande ville du sud Bénin. Nous avons de la sciure de bois, des coques de noix de palme carbonisées ou non, des raffes de maïs. Il manque juste le papier mâché qu'on rajoute à la fin. C'est ce mélange à sec qu'on mélange dans de grandes bassines avec de l'eau, qui est pressé pour réaliser les briquettes. Les combustibles sont produits de façon encore artisanale, mais d'ici à la fin de l'année, leur nombre devrait décupler. L'idée, c'est de faire une presse qui marche dans un environnement low-tech et quand tu seras parti, qu'on puisse continuer à l'entretenir. La jeune diplômée de Sciences Po, en France, a soigneusement ficelé son projet d'énergie verte depuis qu'elle a découvert le Bénin, son deuxième pays. À l'âge de 16 ans, mon père m'a emmené, j'ai beaucoup apprécié. J'ai été interpellée par les problématiques sociales et environnementales que j'ai pu constater. Et je cherchais justement la formation qui me permettrait d'acquérir les compétences, les savoirs nécessaires pour pouvoir revenir un jour et monter un projet. C'est près d'1,5 tonne de matière organique qui est recyclée par l'association de Naomi. L'objectif est de multiplier ce chiffre par 10 d'ici à quelques semaines. Mais déjà, des familles aux conditions de vie très précaires sont devenues des entrepreneuses de recyclage grâce à la valorisation des ordures ménagères et spécifiquement des déchets plastiques. Notre but, c'est vraiment de créer des filières inclusives de valorisation des déchets qui vont créer des emplois verts sur le territoire. Je vais chercher des femmes, des jeunes qui ont envie de bosser, qui sont motivés. Et même s'ils n'ont pas beaucoup de diplômes, qu'ils n'ont pas fini le collège, je les accompagne pour les faire monter en compétences. On estime qu'un groupement actuellement gagne environ 180 € par mois supplémentaires avec nous. L'association Bobeto, qui signifie ramasseur d'ordures en langue locale, est la première unité de valorisation des déchets de la région. L'Union européenne et Génération Climat accompagnent une partie des initiatives de la structure. France Média Monde vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, très heureuse de vous remettre également ce prix. Dans les médias, comme vous le savez, nous parlons beaucoup de politique, nous parlons beaucoup de conflits, de crise diplomatique à l'heure de journée. Et à France 24, eh bien, on est très attaché à parler aussi des initiatives citoyennes, de ces initiatives individuelles, de ces hommes et de ces femmes qui s'engagent avec énergie, avec enthousiasme pour améliorer un peu le monde. Autant vous dire que ça fait du bien de voir ces initiatives et d'en parler. La lutte contre la pollution est aujourd'hui un véritable défi sur le continent africain, et notamment la lutte contre la pollution domestique qui fait des milliers, voire des millions de morts chaque année, qui est
responsable de près de 25% des décès. Donc bravo pour cette initiative. Grâce à vous, j'ai découvert que le charbon de bois pouvait être remplacé par de la sciure de bois mélangée à du maïs. Et tout ça permet de remplacer donc, le charbon de bois et de lutter contre la pollution. Bravo également pour ce que vous faites pour les femmes. Et on en parle beaucoup à France 24, de la condition des femmes, d'améliorer cette condition des femmes quotidiennement sur nos antennes, parce que grâce à votre initiative, des femmes sortent aujourd'hui de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, et gagnent en autonomie et en indépendance. Et enfin, une dernière chose, et c'est ce qui me frappe aussi ce soir, on parle beaucoup de ces Africains qui rêvent d'Europe. Il y a aussi, et vous en êtes l'exemple, de Français qui ont envie d'aller, de retourner sur le continent africain, d'apporter leur expertise, d'apporter leurs compétences pour améliorer ce monde. Merci à vous et bravo encore pour ce prix. Merci à tous. Pour faire la photo avec notre lauréate et ce prix qu'elle va remporter au Bénin. Alors, bravo, merci beaucoup, merci Vanessa. Naomi, d'abord, félicitations parce que vous êtes donc à la une de ce nouveau magazine que vous avez donc découvert. On va découvrir effectivement votre parcours. Lorsque l'équipe de France 24 a tourné ce reportage, vous étiez encore un peu en phase de prototypage. Il vous a fallu combien de temps pour mettre au point ces briquettes dont on voit les vertus aujourd'hui par rapport au charbon de bois? Il nous a fallu 2 ans d'essais participatifs, puisqu'on a inclus 200 ménages très précaires qui ont testé les briquettes pour nous et nous ont fait un retour pour qu'on puisse leur proposer quelque chose qui correspondait. Et on a lancé la commercialisation hier avec notre composition numéro 73. Vous avez fait 73 Ces briquettes, elles ont une vertu, enfin plusieurs, mais une des vertus, c'est qu'elles sont beaucoup moins chères que le charbon de bois. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a fait de nombreux essais comparatifs entre la cuisine au charbon de bois, puisque 95% des ménages cuisinent en utilisant du charbon, et on a comparé ça avec l'utilisation de briquettes. Et on s'est rendu compte qu'on utilisait en moyenne 30% de moins de combustible, et donc ce sont autant d'économies pour des ménages qui sont déjà très précaires. Donc c'est une meilleure qualité de chauffage en fait, c'est ça? Une meilleure efficacité énergétique. Alors l'autre vertu, c'est que ces déchets agricoles, vous les achetez, et ça permet aussi de faire vivre, en tout cas d'améliorer l'ordinaire de certaines coopératives qui se trouvent autour de la capitale. C'est ça. Porto Novo a l'avantage d'être aux portes de la vallée de Ouémé, qui est la plus grande zone agricole du Bénin. Et donc, on a sélectionné des groupements agricoles composés principalement de femmes, auxquels on apporte un accompagnement on renforce leur capacité en gestion, on leur a appris de nouvelles techniques pour mieux valoriser leurs résidus. Et résidus qu'elles jetaient avant? En grande partie, c'était jeté, ou alors c'était utilisé à mauvaise escient. Par exemple, vous aviez des coques de noix de palme qui étaient utilisées à la place des graviers dans les constructions. Et donc, vous aviez des maisons qui finissaient par s'effondrer. Et donc, aujourd'hui, vous leur achetez ce produit, et c'est un apport financier important avec très peu de moyens. Voilà, c'est-à-dire que dans la région, la moyenne des revenus mensuels par tête, c'est 15 000 francs CFA, c'est environ 22 €. Et donc nous, on est capable d'apporter peut-être 80 €, 100 € parfois aux personnes qui travaillent avec nous par mois. Donc c'est un apport non négligeable. Et on parlait de la déforestation tout à l'heure au Brésil. La déforestation au Bénin est dramatique aussi, et elle est liée notamment à l'utilisation du charbon de bois en coupe des arbres pour le transformer en charbon. Voilà. Au Bénin, 30% de la population seulement est raccordée à l'électricité. Le gaz coûte trop cher pour la plupart des gens, donc 95% des personnes utilisent du bois et du charbon de bois. Et donc on est en train de détruire les forêts du pays pour pouvoir cuisiner. Et nous, on espère pouvoir faire une différence. Alors cette activité est l'une de vos nombreuses activités, car en fait, tous ces déchets sont valorisables, et pas seulement les déchets agricoles, les bouteilles en plastique, les
côté de Champois aussi, vous travaillez sur ce sujet-là. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on essaye de faire du déchet un levier de développement territorial, de monter des filières de valorisation qui jusqu'à présent sont assez embryonnaires au Bénin. Et donc en effet, on a une activité autour des déchets plastiques où on accompagne le gouvernement à monter des unités de tri. On a monté la première unité de tri au Bénin en août de cette année. Et notre but, c'est de réinsérer encore une fois des femmes pour qu'elles puissent vivre de cette activité de tri et de la revente des déchets recyclables. Merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez trouver tous ces portraits dans le magazine Expat que Hervé nous a présenté. Hervé, à qui je vais céder la parole, car on arrive au terme de cette cérémonie. Hervé Hérault pour le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine. Chers amis, voilà, on arrive effectivement au terme de cette cérémonie. Je voudrais à nouveau féliciter nos formidables lauréats. Un grand bravo. Vous l'avez dit, ils ont du talent, ils ont du cœur. On l'a vu ce soir à travers les films, à travers leur discours, leur présence. Je crois que tous vos projets sont absolument fantastiques et j'espère que les trophées des Français de l'étranger, ce prix pourra vous permettre de vous donner de la visibilité et permettre de faire grandir encore évidemment l'ensemble de vos activités, de vos très bons projets. Je voudrais remercier également chaleureusement M. le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne qui malheureusement n'a pas pu rester jusqu'à la fin pour sa présence, son soutien. J'ai bien retenu qu'il allait inviter tous les lauréats des 10 années précédentes, donc j'en suis ravi, exactement. C'est une très bonne initiative. Remercier évidemment le Quai d'Orsay, cette maison qui nous accueille et dans cet écrin absolument fantastique, la maison des Français de l'étranger, nos fidèles partenaires bien sûr des trophées, l'agence, la UFE, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, la Banque transatlantique, le CNED, Courrier International, EDEC Business School, France Média Monde, France 24, Mr Fly, l'hôtel Saint-Paul Paris-Rive Gauche qui héberge et dorlote nos lauréats dans un cadre plein de charme, les membres du jury des trophées, Arnaud Bron, Marc Boudin, David Boin, Anne Boulakia, Samantha Casbonne, Florence Duguay, Claudine Lepage, Marilyn Navarro, Laurent Berriès, Auré Racine, Marilène Rousseau. C'était pas facile de choisir parce qu'on a beaucoup de très beaux finalistes et ces 7 lauréats sont à la hauteur. Merci à toutes les équipes du journal aussi, bien sûr, qui ont travaillé, Aurélie qui a remis les trophées, avec Claire, Capucine, Éléonore, Laetitia, Adrien, Erwan, Théo, Thibaut et bien sûr Damien qui a coordonné et piloté toute cette 9e édition. Merci et bravo à toute l'équipe. Et puis un grand merci, un grand bravo bien sûr à Antoine Cornery, une fois de plus un maestro qui a parfaitement animé cette cérémonie. C'est toujours un plaisir Antoine de t'avoir avec nous.